Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Perdre 10 kilos ne vous a pas empêché, bien au contraire, de devenir un acteur de poids. Vous passez plusieurs mois par an en face de la mer à qui vous devez des succès, des vagues de succès à l'audimat. Bonjour Laurent Ornac. Bonjour. Alors, on vous connaît à travers Camping Paradis. On va vous applaudir cet été au théâtre dans Espèces menacées à la Renaissance. On va en parler. Mais le principe de l'émission, avant de parler de l'actualité, c'est de parler de votre passé. Donc, j'ai trouvé des dates qui correspondent à votre passé. La première, c'est le 4 novembre 2001. Je ne sais pas si vous dit quelque chose. Vous êtes en finale à Trappes. Ah oui. Une finale perdue. Une finale perdue, ouais. Le championnat de France d'improvisation théâtrale junior, dont j'étais coach, une jeune équipe de comédiens, dont un petit jeune qui s'appelait Alban Ivanov, qui a fait une belle carrière depuis. Voilà, j'étais le coach de cette équipe, et c'était les championnats de France d'impro. Voilà, ça reste un souvenir fort parce que j'étais encadrant de cette équipe, donc vraiment un peu le Didier Deschamps de cette équipe de jeunes comédiens. Je les accompagnais dans cette aventure-là et voilà, on est arrivé jusqu'à la finale. On avait perdu en finale, mais en tout cas, au-delà de la défaite, ça avait été une belle victoire humaine et collective avec ce groupe de jeunes que j'avais porté pendant plusieurs mois pour préparer cette série de spectacles-là. Voilà, alors il se trouve qu'en face de vous, l'équipe, je crois qu'il y avait Issa Doumbia. Absolument, oui, exactement. Issa était dans l'équipe de Trappes à l'époque. Oui, il était d'ailleurs animateur de la radio locale de Trappes, Marmite FM, et on le connaît parce qu'il a été dans Nos chers voisins et dans Vendredi tout est permis. Exactement. Sur TF1 chez Arthur. Alors, et d'ailleurs dans cette équipe, ce jour-là, il y avait aussi Arnaud de Samer qui est passé. Exactement. Omar Sy avec Ken. Oui. Et Jamel Debbouze qui est venu faire un petit tour parce qu'il faisait partie de... Exactement. On est nombreux dans les Yvelines à avoir fait partie de la Ligue d'improvisation des Yvelines, où on a officié, pas forcément tous à la même époque, mais en tout cas, on y est tous passés. Et c'est vrai que ça a été une association avant tout de jeunes qui voulaient faire du théâtre et qui voulaient proposer dans une banlieue... une façon de faire de la culture un peu différente et c'est vrai que Jamel a été le moteur principal de cette énergie-là au départ parce qu'il était il a été le premier à être vraiment très médiatique. Nous, on a suivi derrière et c'est vrai qu'il a contribué à permettre à de jeunes talents comme nous à l'époque, en tout cas, de se lancer et de commencer et à jouer, à faire nos premières scènes en improvisation théâtrale. Et voilà, et après, on a continué chacun dans nos parcours respectifs. Voilà, la première télé de Jamel, il avait 12 ans. En fait, il a été interviewé sur la situation des harkis pour un journal télévisé régional à Vénissieux et il déchirait sa carte d'identité en guise de protestation. Voilà, il n'était pas encore humoriste. Alors, effectivement, donc, cette compagnie s'appelle le Déclic Théâtre. Elle existe depuis 1993. Et le principe, c'est des thèmes et on y va. Et je crois que la première ligue d'improvisation, elle est née au Québec. Oui. Parce qu'il n'y avait pas du tout les gens n'allaient plus au théâtre et deux garçons sont allés sur une piste de Québec au Spectrum et ont fait un essai et ça a triomphé. Absolument, c'était Robert Gravel et Yvon Leduc qui étaient deux comédiens de théâtre classique et un peu expérimental par moment et effectivement de dire comment faire venir les gens finalement en calquant le sport national qui était le hockey sur glace. Et du coup, ils ont dit on va faire une rencontre de comédiens autour d'un spectacle de hockey sur glace. Et donc, du coup, ils ont lancé ça. Et puis, ça a marché chez eux très fort. Et puis, ça s'est exporté, même si nous, on a moins la culture hockey. En tout cas, ça s'est exporté dans pas mal de pays du monde et d'Europe. Et voilà, c'est arrivé en France au début des années 80. Et voilà, et ça a mis du temps à se mettre en place. Et puis il y a eu vraiment de grandes années de l'impro où on a eu des comédiens super et une belle ligue à Paris avec Alex Métayer, Eric Métayer derrière, et plein d'autres. J'oublie les noms, voilà. Mais il y a eu un vrai phénomène impro. Et puis Jamel après a contribué en banlieue à amener ce phénomène impro encore plus et un peu ce qu'on appellerait la technique de la tchatch. Ouais. Voilà, le Déclic Théâtre, vous l'avez découvert, je crois, en 1998, et ça a été un choc. Comment ça s'est passé, Laurent Ornac ? J'avais pris des cours de théâtre plus classiques, plus conventionnels, et puis j'étais dans cet âge un peu adolescent où on en a un peu marre des pièces du répertoire, c'est pour les vieux, faut apprendre des textes, c'est chiant, tout ça. On va dire ce petit passage de l'adolescence un peu ingrat. Et puis, j'ai découvert complètement par hasard ce spectacle d'impro qui se jouait dans ma ville. J'habitais à Fontenay-le-Fleury dans les Yvelines. Et donc, voilà, on me dit, il y a un spectacle d'impro, un match d'impro qui se joue au théâtre de Fontenay.
Bon, d'accord. Et puis, je suis allé voir ça avec un peu de curiosité. Et en fait, je suis tombé sous le charme du format, du concept, de voir ces comédiens sans texte, sans mise en scène, sans décor, sans accessoires, sans rien. Et juste partir sur un sujet donné. Ça pourrait être 1 heure passée ensemble. Et voilà, et à partir de ce thème-là, hop, ils commencent à construire une histoire à 2, à 3, à 4, à 5, pendant 5, 6, 7, 10 minutes. Et j'ai été piqué. Et le lendemain, j'ai dit je veux en faire. Et voilà, j'ai passé 10 ans de ma vie dans le théâtre d'impro. Ouais. Ce qui est la meilleure des écoles, finalement, c'est encore plus efficace qu'un cours, Laurent Ronac. C'est une très très bonne école parce qu'on passe beaucoup de temps sur scène, on passe beaucoup de temps à jouer, on monte des spectacles avec très peu de choses, donc ça permet quand on démarre et qu'on n'a pas forcément les moyens de produire des spectacles, ça permet de pouvoir jouer devant un public sans trop investir. Et puis ça amène le sens de l'écoute, ça amène le fait de partir sur scène avec rien. Finalement, on s'adapte à toutes les situations. On n'a pas peur de l'incident, on n'a pas peur de l'accident. Et du coup, c'est des choses qu'on retrouve après dans nos métiers aujourd'hui. Et aujourd'hui sur scène, par exemple à la première d'Espèces menacées, on a eu un petit souci de décor. La porte principale ne s'est pas ouverte pendant quelques secondes, voire minutes. C'est vrai que on en joue, voilà, et on s'en amuse. Et justement, l'école impro nous apprend à justement se dire, c'est pas grave, la porte marche pas, on s'en amuse, on en joue, jusqu'à temps qu'on trouve une solution pour soit l'ouvrir, soit trouver un autre passage. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que c'est... Et puis écouter les autres, apprendre à jouer à deux et pas rester concentré que sur son texte, et au contraire, prendre du plaisir à écouter l'autre jouer avec nous. Ouais. Oui, les maîtres du genre pour l'improvisation, c'était Poiret et Serrault. La cage aux folles, certains soirs, quand Serrault était déchaîné, ça durait une demi-heure de plus. Totalement improvisé. Oui, c'est ça. Après, c'est toujours le plaisir que prennent les comédiens. Alors, surtout sur des pièces de comédie où le terrain est propice à la rigolade. Et ça demande une précision extrême, parce que quand on est sur un texte aussi efficace que La cage aux folles, avec une mise en scène, avec des personnages, etc., faut toujours rester sur la ligne de... On fait ça pour amuser le public et pas on fait un show dans le show et on s'amuse qu'entre nous. Il faut toujours trouver le juste équilibre du partage entre ce qu'on propose ce soir-là de nouveau au public et en même temps ce qui nous amuse, de nous mettre en danger. Parce qu'évidemment, le ping-pong entre les deux devait être évidemment cocasse. Oui. Un soir, Serrault doit sortir et revenir, il ne revient pas, ça durait une demi-heure. Et le dialogue, je peux vous dire qu'ils riaient eux, mais le public riait encore plus. Alors, d'après mes calculs, Laurent Ronac, vous avez fait 250 spectacles. Il y a eu un championnat des Yvelines en 2000 avant le championnat de France. Oui, il y a eu le championnat des Yvelines. Oui, après, c'est le monde de l'improvisation théâtrale était calqué un peu vraiment donc sur le monde du sport, je le disais, par rapport au hockey sur glace. Donc du coup, après, on avait structuré vraiment une ligue d'impro avec différentes équipes dans différentes villes. Donc on se rencontrait à la fois dans les Yvelines. Il y avait après un championnat de France. Il y avait même des fois, on organisait un championnat du monde où on réunissait plusieurs équipes francophones. Donc voilà, donc chacun évoluait. Donc effectivement, je suis passé par la case champion des Yvelines, par le championnat de France. J'ai participé plus ou moins de près ou de loin au championnat du monde, mais j'y prenais... Après, les titres restaient, on va dire, on n'avait pas d'étoiles sur le maillot, tout ça reste assez anecdotique malgré tout, mais il y avait quand même à l'époque, on va pas se mentir, une petite fierté d'avoir un titre qui ne valait pas grand-chose, mais en tout cas, dans la tête de nous et des improvisateurs en général, c'était gage d'une certaine réussite dans le monde de l'impro. Alors, vous êtes né à Versailles et le théâtre, ça vous passionne depuis vos jeunes années, et il y a eu un jour un déclic grâce à ceci. Mais si on préfère que ça soit un Suisse, je m'en fous, moi je veux pas m'engueuler avec tout le monde. Un jour, vous écoutez un disque de Coluche à la maison, et c'est le déclic, Laurent Ronac. Mes parents avaient effectivement des albums de Coluche en 33 tours sur la platine vinyle du salon. Et j'ai découvert l'humour, en fait, et j'ai découvert le travail de l'humoriste, et j'étais fasciné. Alors, je comprenais pas le fond de ce que racontait Coluche, mais j'étais fasciné par le fait de une phrase, un rire, une phrase, un rire, et je trouvais l'échange avec le public absolument dingue, de dire mais comment il fait pour qu'à chaque fois il dit un truc, paf, ça fait rire, ça c'est fort, et les gens applaudissent. Et du coup, j'écoutais ça en boucle, et puis j'aimais la voix, et puis le personnage, en tout cas d'un point de vue de l'enfance,
le personnage clownesque qu'avait Coluche était marrant. Donc même si après je comprenais pas forcément, en tout cas sur tous les sketchs, je comprenais pas forcément le fond politique ou le fond sociétal qu'il pouvait avoir, mais malgré tout, j'étais fasciné de ça et je me suis dit je veux faire comme lui. Alors je suis pas arrivé à faire du one man show et c'est pas forcément l'exercice aujourd'hui qui m'attirerait le plus, mais en tout cas c'est ce qui m'a donné envie de faire ce métier. Ouais. Et lui aussi a improvisé quand il a débuté au Café de la Gare chez Romain Bouteille. Il arrivait sur scène, il expliquait qu'il était en retard parce qu'il y avait une bagarre avant. Il montrait la bagarre en tapant sur son partenaire qui était Henri Guibet et ça dégénérait en bagarre générale totalement improvisée tous les soirs. Voilà. Bah, c'est là la folie. Et puis c'était aussi une époque où on était dans une phase où on pouvait se permettre d'expérimenter plein de choses. Et c'est ça qui est aujourd'hui, c'est vrai que malheureusement, je ne veux pas faire le vieux réac qui dit c'était mieux avant, parce qu'en plus c'est des époques que j'ai pas forcément connues moi, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on est soumis à des règles et à une bonne pensée permanente qui n'est pas forcément celle qui planait avant. Ouais. Ouais. Alors, il se trouve que vos parents n'avaient rien à voir avec le monde du spectacle, puisqu'ils sont fonctionnaires. Je crois que votre père a travaillé dans un collège, votre mère aux impôts. C'est pas évident pour eux d'admettre que leur fils sera un jour comédien, Laurent Ronac. J'ai eu beaucoup de chance, mes parents m'ont toujours suivi dans mes choix. C'est-à-dire qu'effectivement, ils m'ont dit, nous, on pourra rien faire pour toi. Oui. Mais en tout cas, si tu veux faire ça, écoute, essaye de le faire. Voilà, trouve les portes, trouve les clés pour avancer. Donc, ils ont jamais été un frein, ils ont été un soutien, ils ont été... Ils sont venus me voir quelques fois jouer à l'époque dans les matchs d'impro, mais ils ne comprenaient pas vraiment à quoi ça correspondait et à quoi ça servait. Mais voilà, mais ils ont toujours été là dans mes choix. Et c'est vrai que même jusqu'à L'Incroyable Fiancé sur TF1 et ensuite, ils ont toujours été à côté de moi dans ça en me disant, et puis si ça marche pas, tu feras autre chose. Et puis c'est comme ça, la vie est ainsi faite. Ouais. Justement, cet incroyable fiancé, on va en reparler avec une autre date, le 15 juillet 2006. À tout de suite sur Sud Radio avec Laurent Ronac. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Laurent Ournac. Nous parlerons tout à l'heure d'espèces menacées au stade de leur naissance, un des spectacles de cet été. Et puis, le 15 juillet 2006, c'est un jour important pour vous. Écoutez. Vous devrez faire croire à votre famille que vous avez rencontré l'homme de vos rêves et que vous avez décidé de vous marier. Voilà, mon incroyable fiancé qui démarre ce jour-là, 8 épisodes d'une aventure qui a changé votre vie. Ah, ça a été une aventure folle du début à la fin, des sélections au casting jusqu'à la diffusion et au raz-de-marée médiatique que cette émission a été. Effectivement, ça a été une expérience qui porte très bien son nom. C'était une expérience incroyable. Voilà, alors vous êtes Laurent Fortin, un garçon grossier, maladroit. Et puis, tout a commencé par une petite annonce, je crois. Exactement, en fait, j'officiais dans pas mal de ligues d'impro à l'époque et on me dit, écoute, il y a un casting pour TF1 vraisemblablement qui cherche un comédien qui aurait le sens de l'impro et qui aurait un physique proche du tien. Il cherche quelqu'un de costaud, plutôt rond. Je dis je vais appeler. C'est moi, ils m'ont trouvé, c'est bon, je vais les appeler. Du coup, je les ai appelés, on s'est rencontrés. Et c'est vrai que ça prenait pas la tournure habituelle des castings que j'avais pu passer jusque-là. Il n'y avait pas de texte, effectivement, c'était toujours en impro. Et puis on nous disait pas exactement pour ce que c'était. On nous disait non, mais c'est un programme court, un peu dans la lignée d'un gars, une fille et de Caméra Café à l'époque, qui étaient les programmes stars, les programmes courts stars de France 2 et de M6, et on nous disait, comme TF1 n'en a pas, c'est pour mettre en place à l'antenne, avant le 20h le soir, un petit programme d'une famille un peu déjantée. Puis bon, j'ai passé des essais comme ça pendant presque 4 mois, à rencontrer des gens qui m'ont analysé un peu sous toutes mes formes. Il y avait un de leur équipe qui venait me voir à tous mes spectacles, il me disait, quand est-ce que tu joues? Il venait, il me filmait avec son caméscope. Et puis 4 mois après, on m'a appelé pour me dire, c'est bon, tu es pris, mais n'en parle à personne, viens, on va d'abord t'expliquer en quoi ça consiste. Et je me suis retrouvé dans le bureau d'Angela Laurente, qui était la productrice de l'émission et qui était un peu la papesse de la télé-réalité à l'époque, parce qu'on l'avait vu médiatiquement quand le Loft était sorti, quand les émissions Greg le Millionnaire, les Queers, l'Île de la Tentation, tous ces trucs-là étaient sortis. Du coup, je me disais, il y a de l'embrouille, ça va pas, c'est pas ce que j'attendais. Et du coup, ils m'ont présenté ce programme qui était L'Incroyable Fiancé. Et puis, en fait, j'ai pas hésité longtemps. Je me suis dit, en même temps, le truc a l'air dingue. J'ai rien à perdre. Personne me connaît. Au mieux, ça marche et il se passera peut-être des choses dans ma vie. Au pire, ça marche pas et je resterai là où j'en suis et je passerai à autre chose. Et voilà. Et du coup, on est parti dans cette
dans cette folle aventure. Ouais. Alors, c'était une grosse préparation. D'abord, on vous a créé une famille autour de vous. Oui, on a recruté du coup tous les comédiens qui joueraient mes faux parents, ma sœur, mon meilleur ami. On a passé de longues semaines à écrire l'histoire de cette famille parce que justement, il fallait faire face à toutes les questions possibles que la candidate et sa famille à elle pourraient nous poser de vacances, de boulot, d'études, de parcours, etc. et d'anecdotes. Donc, on a passé des heures et des heures autour d'une table à se raconter, à se créer un passé familial. On a trouvé à l'époque, un des auteurs avait proposé de dire vous pourriez avoir un hymne de famille, un peu comme une équipe de foot. Donc c'est de là qu'était sorti l'hymne Si t'es fier d'être un Fortin, tape dans tes mains. Voilà. Et puis au bout de 4-5 semaines de préparation, à chercher aussi ce personnage de Laurent Fortin qui était quand même un personnage très caricatural, très marqué, un peu cartoon. Finalement, moi je m'étais beaucoup inspiré du personnage d'Homer Simpson pour le créer. Et Patrick Bouchitet aussi, un petit peu. Ouais, il y avait. Après, c'était un peu la famille Groseille dans Ma ville et pas dans Ouais. Mon fleuve tranquille. J'avais regardé aussi du côté de Shrek, le dessin animé Shrek. Moi, je suis assez cartoon, donc j'avais regardé dans Shrek ce côté un peu l'ogre, mal embouché. Et puis voilà. Et puis on s'est retrouvé un soir du mois de janvier pour lancer les enregistrements et rencontrer enfin la jeune femme dont on avait nous tant parlé en préparation, mais dont je n'avais pas vu le visage ni entendu le son de sa voix. Et puis à partir de là, voilà, on lui a fait vivre une aventure un peu compliquée, potache, indéniablement, mais avec beaucoup de bienveillance malgré tout. Et le but était de l'amener jusqu'au bout et de lui faire vivre une expérience forte, mais en tout cas qui l'aide et qui la fasse un peu grandir. Alors, il se trouve que c'était une des premières émissions de mariage, il y en a eu d'autres depuis, mais la toute première de la télévision, ça s'appelait Qui marions-nous? C'était en 67, et à cette époque-là, il y avait un mariage, et il se terminait par des vedettes de la chanson, Enrico Macias, Jodassin, Rick Azaray, qui venaient chanter pour les mariés. Ah, c'est fou. Et c'est une émission qui a eu son grand succès, qui était présentée à l'époque par Roger Coudert, pape du rugby. Alors, vous vous retrouvez donc à Cannes pour tourner pendant 8 semaines, avec quand même des moments difficiles, parce que c'est dur de faire tout ce que vous avez fait à une pauvre jeune fille qui est au courant de rien. C'est difficile C'était très difficile parce qu'en plus, les équipes qui travaillaient sur cette émission-là étaient habituées au programme de télé-réalité, mais finalement, là, on faisait une fiction dans une télé-réalité où, effectivement, elle représentait la partie télé-réalité où on lui faisait vivre des aventures sans qu'elle puisse savoir en amont ce qui allait se passer. Elle s'est jamais rendue compte de rien. Elle s'est posé des questions sur le pourquoi c'est aussi dur, mais elle s'est pas posé la question de dire est-ce qu'on me piège. C'est vrai que la notion du piège tendu, elle ne l'a pas abordé, mais c'est vrai que par exemple au tout début, eux habitués à filmer des gens anonymes à longueur de journée comme dans Love Story, ils me laissaient en permanence avec elle. Sauf que je leur dis mais moi je peux pas improviser toute la journée avec elle parce que tout ce que je dis, je peux pas m'en rappeler. Donc ça se trouve je lui donne des informations qu'elle va me retourner et je vais peut-être contredire ce que j'ai dit. Donc je peux pas travailler comme ça 24 heures sur 24. Donc il faut me laisser des temps où je suis seul pour pouvoir recharger les batteries, préparer la séquence d'après, etc. Et du coup, petit à petit, il a fallu quelques jours pour se caler, pour justement ne pas me laisser seul, parce que sinon, elle disait justement, c'est bizarre, quand les caméras sont vraiment allumées, il en fait beaucoup. Par contre, dès que les caméras s'éteignent, il est quand même plus calme. Mais effectivement, je disais, bah oui, mais je peux pas tout casser dans la maison à longueur de journée. Donc, il y a eu des petits moments comme ça de doute et où il a fallu que nous, en prod, en interne, on se réajuste. Mais en tout cas, elle a vraiment bien participé et c'était elle la star du programme. C'est-à-dire qu'on racontait son histoire à elle, du canular qu'on racontait, mais c'est vrai que le personnage que j'ai eu à interpréter a eu aussi une vraie dose de sympathie aux yeux du public et ça m'a apporté encore aujourd'hui plein de belles choses. Il y a eu, je crois, plus de 10 millions de téléspectateurs en seconde partie de soirée, le soir dernier, ce que vous ne pouviez pas imaginer. Ah non, et puis on y croit. Enfin, moi j'y croyais. J'étais content de faire cette émission-là, mais après on apprend par les bruits de couloir qu'effectivement TF1 n'y croyait pas vraiment à un moment. Ils disaient mais qu'est-ce que c'est que cet ovni, qu'est-ce que c'est que ce truc, ça va jamais marcher. Bon, et c'était parce que c'était nouveau qui m'avait donné quand même une confiance absolue, parce qu'effectivement j'étais un anonyme qui n'avait jamais fait de télévision. D'un coup je me retrouve à être au cœur de cette histoire, et l'aspect comédie et percutant que pouvait avoir le programme reposait aussi sur les épaules du rôle de Laurent Fortin. Donc du coup c'est vrai qu'il y avait un questionnement de dire comment ça peut être perçu par le public, et finalement le public a été là dès le début et les audiences sont montées, et c'est vrai que le jour de la finale, quand le lendemain c'était Étienne Moujotte, je me rappelle, qui
qui m'a appelé en me disant « On a fait 11 millions, on a fait 11 millions ». Bah, quand on a 25 ans, que c'est Étienne Moujotte qui nous appelle pour nous parler chiffres, moi je connaissais Étienne Moujotte très honnêtement des Guignols, et j'en avais cette vision-là parce que forcément j'étais pas du monde de la télévision. Je me dis bon effectivement si c'est Étienne Moujotte qui m'appelle, c'est que ça doit être bien et que ça doit être important. Alors, il y a eu beaucoup de critiques négatives. François a dit que vous repoussiez les limites de la vulgarité. Et puis, on vous a attaqué sur votre obésité. Et ensuite, il y a eu votre opération où vous avez perdu plus de 50 kilos. Là aussi, ça a été médiatisé. Mais en même temps, c'est une bonne leçon que vous avez donnée à ceux qui ont le même problème que vous. Mais bien sûr, et le fond du programme, évidemment, sous l'aspect potache et divertissant, et c'était sa vocation première. On est là pour divertir, mais dans le fond, il y avait le fond du programme était quand même d'amener aussi une ouverture sur l'obésité, sur les gros, sur le regard qu'on a sur les gros. Et c'est vrai que cette famille qu'on a piégée avait quand même une vision dure sur ce sujet-là. Et effectivement, la maman, qui était une maman tout à fait normale et protectrice vis-à-vis de sa fille, disait oui, mais quand même, avec le physique qu'il a, il y a un racisme ordinaire vis-à-vis des personnes obèses, en fait. Et on en est souvent le sujet de moquerie ou de raillerie. Et je trouvais que c'était bien que ça soit... ne me parlez pas, moi, d'être raciste envers les gros. Vous parlez à un mec qui fait 140 kilos. Donc, c'est juste... par le biais de l'humour, on essaye d'interpeller effectivement autour de tout ça. Et c'est vrai que ça a été au début pas mal décrié. Après, effectivement, on était à l'époque l'émission la plus potache, la plus trash de la télévision, ce qu'on n'avait jamais fait. Bon, on est rassuré depuis, la télévision a su faire bien pire, donc tout va bien. Tout va bien. Et tout va encore mieux quand on va parler d'une autre date, le 21 novembre 2006. À tout de suite sur Sud Radio avec Laurent Ournac. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Laurent Ournac. Espèce menacée au Théâtre de la Renaissance, on en parle dans quelques instants. Et là, une date importante, 21 novembre 2006, première de ceci. Camping Paradis, et ça, c'est aussi un autre tournant de votre carrière. Ça a été un joli projet suite à Mon incroyable fiancé, suite à cette finale dont on parlait, qui avait décroché un beau record d'audience. Du coup, j'avais rencontré Étienne Moujotte pour échanger avec lui dans son bureau, et il m'avait dit qu'est-ce que vous voulez faire, nous on veut que vous restiez avec nous sur TF1. Et j'avais dit moi je suis comédien, donc ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est de la fiction. Et il m'a dit très bien, on va réfléchir. Quelques semaines après, Jean-Luc Azoulay m'a appelé pour me parler de ce projet Camping Paradis, en me disant voilà, ça serait, je pense que vous pourriez porter ce projet, voilà, parce que vous dégagez quelque chose de populaire, de sympathique et d'accessible. Je pense que c'est ce qu'il faut pour ce rôle de directeur de camping. Est-ce que ça vous intéresse de lire? Voilà, j'ai lu le premier scénario, et puis j'ai eu une vie où j'ai travaillé aussi beaucoup en tant que saisonnier à l'époque du côté de Narbonne-Plage. Je travaillais dans un restaurant au bord de l'eau, et du coup ça me semblait être un alignement logique finalement des choses, de dire j'y reviens à la Méditerranée, au soleil, c'est mes origines. Donc c'est vrai que voilà, j'ai pas hésité, j'ai dit oui, un directeur de camping, je pense que c'est un parcours cohérent par rapport à tout ce que j'ai vécu. Donc je me suis lancé dans cette aventure, mais sans savoir qu'on en ferait, qu'on serait encore là 15 ans après. On compte les premiers, j'ai compté le premier, le 2, le 3, le 4, puis là on vient de tourner le 100e épisode, donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez dingue et d'assez incalculable, en tout cas quand on démarre la première fois. Ouais. Alors au départ, ça s'appelait Les Flots Bleus. Il faut savoir que quand Jean-Luc Azoulay vous rencontre la première fois, Laurent Ournac, il dit ce rôle n'est pas pour vous, puisqu'il y avait Bigard qui était sur le coup et aussi Vincent Lagaffe. En fait, ils avaient lu avant. On n'était pas en compétition les uns avec les autres. En fait, le projet existait vraisemblablement, et ça je l'ai su un peu plus tard. Le projet existait depuis quelques temps, et du coup le nom de Jean-Marie Bigard avait été abordé au tout départ, puis ça s'était pas fait. À un moment, on avait parlé de Vincent Lagaffe, et puis ça s'était pas fait non plus, parce que je crois que ça a été plus ou moins la période où à l'époque le jeu de Vincent Lagaffe, je sais pas si c'était le big deal encore ou si c'était autre chose, mais en tout cas le jeu s'arrêtait, donc du coup ça s'était pas fait avec lui. Du coup il l'avait dans un tiroir au chaud, mais le premier scénario d'ailleurs que j'avais lu était plus axé sur la dynamique et l'âge de Lagaffe. Il faisait du jet ski, c'était un vrai sportif un peu de l'extrême.
Bon, moi, j'avais moins, j'avais moins le profil et le physique du sportif extrême. Du coup, on a réarrangé un peu tout ça. Mais c'est vrai que c'était 2 acteurs, en tout cas, qui avaient été approchés au départ pour ce projet-là. Oui, et d'ailleurs, je crois que le jet ski a été remplacé par la voiturette de golf. Oui, c'était moins dangereux. Hein. Et il faut savoir que à Hamilton Island, en Australie, la plupart des véhicules sont interdits et que les gens circulent en voiturette de golf. Ah, C'est ça, assez pas original. mal. On aura peut-être ça un jour. Ouais, En France, on ne sait jamais. C'est pas mal. Alors, vous vous retrouvez dans un univers où tout est possible, parce que les couples, tout ça existe. Vous avez vécu cette époque-là. Tout est possible dans un camping, Laurent Ronac. Tout est possible dans un camping parce que le camping reste un reflet de notre société. On croise tout le monde dans un camping. C'est un lieu de rencontre pour célibataires, c'est un lieu de villégiature pour les familles, c'est un lieu de retrait pour les personnes plus âgées qui viennent un peu hors saison profiter des beaux jours. Donc on croise vraiment tous les styles de personnes, tous les registres, toutes les catégories socio-professionnelles aujourd'hui. Le camping, c'est plus le camping des années 80 ou des années 90 où on disait c'est pour la France d'en bas. Non, aujourd'hui, le camping, c'est vraiment tout le monde va au camping. Donc, du coup, on peut raconter, nous, des histoires très larges, très variées autour évidemment du thème, nous, beaucoup de la famille, mais on essaye justement d'aborder des sujets suffisamment larges pour essayer d'explorer un peu tout ce qu'on peut voir aujourd'hui dans les différents types de familles modernes et recomposées, monoparentales, homosexuelles. Voilà, on essaye d'aborder tous ces sujets-là avec légèreté, mais avec, et c'est ce que j'aime dans cette série, l'ouverture d'esprit de, effectivement, chacun est libre de vivre la vie qu'il a envie d'avoir. Je suppose que vous n'avez pas entraîné Jean-Luc Azoulay dans cette aventure dans le camping, parce que de toute façon, il en est incapable. Lui, il a peur des araignées, et dès qu'il dort dans une chambre à la campagne, il met une bombe de Flytox complètement pour ne pas avoir d'araignées. Oui, Jean-Luc. Mais Jean-Luc, il vient rarement au camping. Oui. Il passe de temps en temps nous voir. Jean-Luc, c'est un bon vivant, donc il vient surtout à l'heure du repas. Voilà, exactement. Il vient surtout pour faire un bon resto avec toute l'équipe et boire un coup avec nous. Mais oui, il est rarement sur le tournage. Alors, le tournage s'est déroulé sur une plage tranquille qui est près de Marseille, que je connais d'ailleurs. Et c'est une plage, vraiment, il y a 1,8 hectare de terrain. Vous tournez l'hiver quand il n'y a personne. Je crois qu'il y a un restaurant dans mon souvenir et un bureau d'accueil et que ça s'arrête là. Oui, c'est des plages assez préservées. C'est la côte bleue du côté de Martigues. Oui. Et c'est une côte assez sauvage, assez préservée, qui est très belle, qui est naturelle. Et je pense que c'est aujourd'hui la star de la série, c'est le décor. Les gens viennent au Camping Paradis. Il y a ce qu'on raconte nous dans nos histoires, il y a les personnages qu'on apprécie, le personnage de Parisot, le personnage de Tom que j'incarne, mais malgré tout le décor, cette fenêtre sur la Méditerranée, la vraie star c'est le camping en fait, parce que justement c'est un décor naturel absolument magnifique. Ouais. Ça veut dire aussi plusieurs mois par an du côté de Marseille, ce qui n'est pas facile à vivre, Laurent Ronac. Ça demande une organisation familiale, surtout, parce que je suis un homme marié et papa. Donc, du coup, c'est vrai que quand on passe 5 jours par semaine à 700 km de la maison, c'est pas toujours simple de voir les enfants grandir à distance. C'est pas toujours simple dans un couple de se voir que le week-end non plus. Du coup, voilà, ça demande par moment un peu d'organisation, de logistique. Et voilà, mais bon, c'est 700 km, mais en vrai, c'est 1 heure d'avion, c'est 3 heures de train. Donc voilà, on passe beaucoup de temps dans les transports pour se retrouver, mais on arrive à se retrouver. Et puis, du coup, on avait trouvé un nouvel équilibre aujourd'hui où, du coup, ma femme ne travaillant pas, toute la petite famille suivait le rythme des tournages. Comme ça, on passe beaucoup plus de temps ensemble et c'est beaucoup plus épanouissant pour nous 4. Et vous avez une particularité, Laurent Ronac, vous êtes le seul depuis le début de la série qui soit resté. Non, Patrick Guérino est là depuis le début, oui. et Thierry Kendorn en a raté 2. Ouais, A voilà. raté l'épisode 2 et 3. Il est revenu au 4e et puis il est plus jamais reparti. C'est une famille, un camping. Même ceux qui sont partis au fur et à mesure pour différentes raisons, mais la famille, ils font partie de la famille camping. La famille camping reste ainsi. Voilà, mais c'est vrai que Patrick Guérino, Thierry Kendorn, moi on est là depuis le début. Patrick Parrot qui joue le personnage de Parisot est arrivé à l'épisode 4 ou 5 et il est revenu très vite. Et puis là dans les petites dernières c'est Candy, le personnage féminin qui est arrivé il y a 5-6 ans maintenant. Mais ouais,
C'est une troupe, quoi, Camping Voilà. Paradis. C'est une famille d'accueil un peu. Et c'est vrai que ça soit après aussi, d'ailleurs, avec les techniciens, les équipes de production, les réalisateurs, c'est vrai ça fait 15 ans pour la plupart qu'on se connaît. On a passé les bons, les mauvais moments, les mariages, les naissances, les divorces. Voilà, ça fait partie. Donc, du coup, c'est vrai que le jour où ça s'arrêtera, c'est sûr, ça sera difficile de s'éloigner de cette famille, ça, c'est sûr. Je souhaite qu'on ne soit pas encore là, mais ce qui est en même temps, ce succès il s'explique parce que finalement vous êtes l'anti-feuilleton de la télévision aujourd'hui, où il n'y a que des policiers. Roger Hanin a marqué le terrain avec Navarro. D'ailleurs, il avait le respect made in France. Toutes les voitures de Navarro étaient des voitures C'est françaises. vrai. Pendant toute la série, alors ça a évolué. Il y a eu une Peugeot, ensuite il y a eu Citroën, et enfin il y a eu une Renault. Mais c'est toujours comme ça. Et effectivement, ce que vous faites, ça marche peut-être aussi parce que c'est différent, Laurent Ronac. C'est différent, oui, c'est vrai on a plus de programmes policiers que de comédie familiale ou en tout cas de comédie familiale. Mais en même temps, la comédie, c'est ce qu'il y a de plus dur à calibrer parce que, et notamment quand on veut faire des comédies familiales, c'est-à-dire toucher les enfants, les parents, les grands-parents, trouver une écriture qui soit compréhensible à différents niveaux de lecture pour les enfants et les adultes. Du coup, c'est très dur de trouver le juste équilibre dans tout ça. Là où finalement, dans un univers policier, on sectorise tout de suite. On va dans une ambiance, on a le début, le milieu, la fin. On sait comment tout ça va se développer. Donc du coup, le style policier est finalement plus facile à gérer. On assume de ne pas toucher les enfants parce qu'il peut y avoir une certaine violence, etc. C'est vrai qu'un programme comme Camping et comme Joséphine, on est des programmes où on doit effectivement toucher la famille. Et en écriture, c'est là où c'est le plus dur. Et c'est vrai que des fois, c'est ce qu'on attaque un peu sur la série en disant « Ah bah les scénarios, ça vole pas haut ». Non, ça vole pas haut parce que justement, ça doit être accessible. Ça doit être accessible à chacun dès le plus jeune âge. Donc effectivement, c'est dur de décrire, et surtout quand on arrive à l'épisode 100, c'est dur de renouveler encore des sujets qu'on n'a pas traités ou trouver dans ces sujets qu'on a déjà traités un axe différent ou un point de vue différent pour le parcourir. Oui, c'est pas simple. Ouais. Voilà. Alors, vous n'avez pas volé, mais vous êtes allé haut avec un autre programme. Alors là, en 2013, 4e saison de Danse avec les stars, avec Denitza Yokomova. Ikonomova. Oui, ça, je ne jamais le dire. Vous vous retrouvez dans Danse avec les stars, là aussi, c'était inattendu. J'aime bien être là où on ne m'attend pas. Je suis assez touche à tout et c'est vrai que on était venu m'aborder dès la première saison pour ce programme et j'avais pas eu le temps. La deuxième saison non plus. La troisième saison, ma fille naissait, donc j'avais dit non. Les dates, c'est en plein au moment où je vais être papa pour la première fois, donc je veux pas m'engager sur des projets professionnels. Puis ils sont revenus la quatrième année. Bon alors tu veux venir? Et cette fois-ci, j'ai dit bah allez, je viens et j'ai pas regretté parce que ça a été une expérience qui m'a permis de prendre vraiment un peu plus confiance en moi. Denitza, justement, a été une excellente professeure et elle m'a fait prendre conscience de certaines choses par rapport à mon corps, par rapport à mon poids à l'époque. Et c'est vrai qu'elle m'a accompagné et elle m'a permis de raconter des histoires. Moi qui suis très bavard et qui vient de la Ligue d'impro, donc qui parle beaucoup et qui a plutôt tendance à manier les mots, d'un coup elle m'a appris à utiliser mon corps et à me taire pour raconter des histoires, chose que je ne pensais pas savoir faire ou pouvoir faire. Et en tout cas elle m'a ouvert les yeux là-dessus. Elle m'a fait prendre conscience que mon corps pouvait exprimer des émotions aussi. Et ça m'a fait un bien fou parce que voilà, c'est comme quand on est curieux de nature comme je le suis, de pouvoir découvrir ce qu'est la danse quand on n'en a jamais fait. C'était au-delà de la difficulté de l'exercice, en tout cas, c'était passionnant. Ouais. Alors, ce qui était moins passionnant, ce sont les 2 années où vous avez animé l'émission. Et ça, franchement, vous avez compris que vous n'étiez pas fait pour ça, Laurent Ronac. J'y ai pris, ça serait dur de dire que j'ai pas pris du plaisir à présenter parce que c'est un chouette exercice et puis j'étais dans une équipe que j'aimais, voilà, que ce soit les différents danseurs, les juges, Jean-Marc, Chris, Sandrine Quétier qui était la présentatrice principale. Sandrine qui a été avec moi vraiment très bienveillante, elle m'a aidé, elle m'a accompagné, elle m'a tendu la main. Voilà, c'est ma grande sœur de plateau, on va dire. Donc j'y ai pris un vrai plaisir, évidemment. Après, ce qui est plus dur, en fait, c'est l'univers des émissions de télévision et des animateurs. C'est quand on est comédien, on est un peu préservé. On est préservé en tant que personne, c'est-à-dire qu'on peut critiquer un film, on peut critiquer un rôle, on peut dire Camping c'est naze pour les beaufs, tout ça, mais ça vient pas. Le film est diffusé des mois et des mois après le tournage, c'est moins ciblé. Là, c'est vrai que d'un coup, les animateurs, c'est tout de suite leur nom, leur prénom, leur coiffure, leurs vêtements, leur façon de parler, leur façon de bouger.
c'est gratuit, c'est un panier de crabes, les gens se tirent dessus sous couvert d'être une famille de la télévision. Non, c'est surtout des gens carriéristes qui sont prêts à tout pour prendre la place les uns des autres. Et effectivement, ça se ressent. Donc du coup, c'est ça qui, moi m'a moins plu. Et du coup, j'ai pris du recul. Je pense que TF1 m'a laissé 2 saisons pour voir si j'avais un potentiel là-dedans. Je pense que d'eux-mêmes, ils se sont dit non, il n'en a pas le potentiel. C'est dommage parce que j'aurais bien voulu apprendre plus, mais c'est vrai que c'est pareil. Je me suis retrouvé avec une oreillette, un prompteur et un micro, sans formation, sans rien, un peu parachuté là par hasard. Je peux comprendre que ça énerve d'ailleurs des animateurs qui galèrent pour aussi trouver des fois du boulot et que d'un coup, il y a un gars qui n'est pas, pas du truc qui arrive et qui se retrouve directement sur un programme comme Danse avec les stars, qui est quand même un des plus beaux plateaux de variété en direct à la télévision devant des millions de personnes. Donc je comprends que ça puisse créer des jalousies. Donc ça a été une expérience où voilà, les réseaux sociaux n'ont pas forcément été très tendres avec moi et puis certains médias ou autres émissions non plus. Donc voilà, de prendre du recul finalement m'a fait du bien parce que je me suis rendu compte que ça m'avait trop affecté par rapport à l'importance que ça devait avoir dans ma vie. Voilà, d'autres choses plus importantes, on en parle dans quelques instants avec une autre date, le 25 juin 2021. A tout de suite sur Sud Radio avec Laurent Ournac. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Laurent Ournac. Alors, on a parlé de tout ce que vous faites à la télé, et puis il y a le théâtre. Et depuis le 25 juin 2021, vous êtes à l'affiche à Paris dans une pièce Espèce menacée au Théâtre de la Renaissance. Et ça encore, c'est quelque chose d'inattendu, surtout pour l'été où vous pourriez vous reposer, Laurent Ournac. Oui, c'était un peu c'était la question qu'Arthur Jugnot, le metteur en scène du spectacle, m'a posé. Il m'a dit, écoute, on a un créneau sur l'été 2021 au Théâtre de la Renaissance. Est-ce que ça te branche? On repart sur Espèce menacée qu'on avait joué en 2019 avec quelques dates de tournée, une trentaine de dates de tournée. Et je lui ai dit, il me dit, mais ça veut dire pas de vacances. Je lui ai dit, écoute, pas de vacances, on prendra les vacances plus tard. Parce que c'est pareil, ça se refuse pas de pouvoir monter sur la scène de la Renaissance pendant 3 mois. Une pièce qui est d'une efficacité redoutable, très bien écrite par Ray Kounet, réadaptée par Michel Blanc et Gérard Jugnot dans les années 90. C'est une pièce qui n'a pas pris une ride, c'est complètement d'actualité, c'est complètement contemporain. Du coup, le rôle est en or. Du coup, évidemment que je ne pouvais pas refuser cette proposition d'Arthur. Et voilà, et donc on s'engage jusqu'au 11 septembre, 5 soirs par semaine pour être à la Renaissance. Et cette idée, je crois, elle est née pendant un tournage de Camping Paradis, Laurent Ournac. Oui, Arthur était venu tourner avec nous un épisode en 2017, je crois, et autour d'un petit plateau de fruits de mer à Carry-le-Rouet, un soir, on discutait avec Thierry Eckendorn, Patrick Guérino, Arthur et moi, et on expliquait à Arthur que nous, avec nos plannings de tournage, c'était compliqué de pouvoir envisager des pièces à Paris, parce qu'entre la rentrée de septembre qu'on rate, parce qu'on tourne jusqu'au mois de novembre, et la reprise des tournages au mois de mars, qui fait que la rentrée de janvier est compliquée. On a beau avoir des propositions et des envies, malheureusement, ça ne colle jamais. Et Arthur nous dit, non, mais il faut faire une tournée, comme ça, vous avez un calendrier à l'avance qu'on connaît, suffit de caler des dates de tournée quand vous avez du temps libre, et puis voilà, ça peut se faire. Ouais, c'est vrai. Puis le lendemain, Arthur est arrivé sur le plateau, il a dit, bon, alors, j'ai la pièce, là, vous savez, Espèce menacée, mon père, il l'avait joué, tout ça, machin, faut se renseigner. Thierry Kendorn l'avait joué à l'époque avec Gérard Jugnot et Martin Lamotte, 600 ou 700 fois au Théâtre de la Michaudière. Il dit, je la connais bien cette pièce, j'ai joué avec ton père. Ah mais oui, c'est vrai. Bon, puis Arthur, en 10 jours, avait réglé le problème, avait lancé les répétitions, avait fait le casting, et nous a dit, on y va. Et puis voilà, on avait fait cette première tournée du trentaine de dates. Ça s'était terminé en se disant, ah ouais, ça serait bien qu'on continue, soit encore sur de la tournée, soit pourquoi pas des dates à Paris. Puis entre-temps est arrivée cette longue période de laquelle nous sortons petit à petit avec la Covid. Et puis voilà, et puis là, le créneau était disponible pour Arthur à la Renaissance. Et effectivement, toute l'équipe a dit, on y retourne avec plaisir. Alors, cette pièce est de Ray Kounet. Ray Kounet est aujourd'hui le plus grand auteur britannique. C'est une sorte de Fédo anglais. Il a été traduit en 40 langues et il a créé les Olivier Awards, c'est-à-dire l'équivalent de nos Molières. Et aujourd'hui, il est joué dans 40 pays, effectivement, y compris la Chine et la Russie. Et moi, je l'ai rencontré à Paris lorsque la pièce a été créée avec Gérard Jugnot. C'est un homme d'une gentillesse, d'une tranquillité. On dirait tout sauf un auteur de comédie. C'est quelqu'un de très sérieux et de très grave. Moi, j'ai pas eu la chance de le rencontrer. Mais oui, c'est un très grand auteur. J'étais en vacances
l'année où on l'a joué en 2019, je suis parti en vacances à Montréal avec mon épouse et il y avait des immenses affiches dans Montréal pour Money Funny, qui est donc le titre anglais de la pièce. Et la pièce se jouait à Montréal. Il y avait marqué en grand pièce de Ray Cooney. Et c'était. Donc, du coup, c'est là où on se dit, ah oui, c'est fou parce que. Bah voilà, d'une même pièce, on peut avoir. Et c'était une affiche très différente, avec on imaginait une mise en scène de départ très différente de ce que nous on fait en France. Mais en tout cas, on comprenait bien le propos de la pièce aussi via l'affiche. Donc du coup, c'est rigolo. Mais oui, effectivement, c'est un grand auteur avec un sacré palmarès. Alors, votre personnage, Laurent Rounac, c'est un comptable qui se retrouve avec des millions dans une valise et qui, normalement, voudrait partir en Argentine avec cet argent. C'est ça, c'est Yvon Lemouel, petit comptable dans une société. Il rentre chez lui à Saint-Maur en RER un soir et puis, par inadvertance, il échange sa serviette dans le RER et quand il s'en rend compte, sa vie bascule, évidemment. 7 millions d'euros, c'est pas rien. Du coup, lui se voit partir au bout du monde, emmener sa femme à Buenos Aires pour ouvrir une petite crêperie sur une plage et couler tranquillement cet argent jusqu'à la fin de leur jour. C'est pas la vie de son épouse. Et puis, évidemment, quand on trouve 7 millions dans le RER, c'est jamais bon signe. C'est pas forcément de l'argent très propre et très, très légal. Donc, les embrouilles vont arriver pour Yvon, qui ce soir-là devait fêter simplement son anniversaire autour d'un petit gigot d'agneau avec un couple d'amis. Les amis vont arriver, mais les embrouilles vont arriver avec. Et voilà, c'est la folle soirée d'Yvon. C'est une pièce avec 8 personnages, donc c'est une vraie grosse comédie avec énormément de rythme. Voilà, c'est un vrai échange, c'est un vrai ping-pong avec l'ensemble des comédiens. Toute cette panoplie de personnages autour d'Yvon viennent justement lui amener son lot de difficultés. Et c'est comment Yvon, évidemment, à chaque fois va se sortir des mensonges plus gros les uns que les autres qu'il va faire aux uns et aux autres. Mais c'est avant tout une pièce survitaminée et c'est très musical. C'est une vraie partition où effectivement, quand on joue à 8 ensemble sur des petites répliques qui s'enchaînent les uns les autres, le rythme est primordial. Le public finalement joue un peu le rôle du 9e personnage parce que le public, par ses réactions, amène effectivement la musicalité aussi au rythme du spectacle. Et c'est vraiment très très jouissif à jouer. Alors, le vaudeville, il faut savoir que Feydeau en est le maître. Il écrivait ses pièces de façon très particulière. Il écrivait en marchant et dès qu'il ne riait pas à une réplique, il la coupait. Et c'est vrai que le vaudeville, c'est quelque chose de très particulier à jouer. C'est pas simple non plus, Laurent. C'est pas simple parce que, alors, en plus, moi, j'ai ce défaut de peut-être un peu de l'impro. Je reconnais l'improvisation théâtrale du fait qu'on n'ait pas de costume, qu'on n'ait pas d'accessoires, etc., amène un peu à appuyer le trait, à grossir le trait, et le vaudeville nécessite justement une finesse et il faut être sincère en fait. La sincérité, la précision et la sincérité du propos. Si on marque le propos pour qu'il soit drôle, ça devient moins drôle finalement quand le personnage est réellement sincère dans la galère dans laquelle il se trouve. Et c'est vraiment le travail que Arthur fait avec moi en me dirigeant, c'est effectivement de m'amener à trouver la sincérité de chaque situation, parce qu'il me dit, nous le public, on le sait que tu es en galère, donc plus tu es sincère dans ta galère, plus nous on en rigole, plus finalement tu t'amuses de ta galère, plus finalement tu crées une connivence, mais qui est finalement moins brillante que la situation en elle-même écrite par Ray Cooney. Ouais. Oui, et en même temps, il ne faut pas rajouter un mot, car ça risque de tout casser finalement. Comme c'est une vraie musicalité, effectivement, chacun joue sa partition en écoutant évidemment un maximum les autres, mais c'est vrai que si d'un coup on change des choses, forcément ça décale les autres, et forcément ça perd aussi en rythme, et à partir du moment où on perd en rythme, on perd en efficacité. Donc effectivement, ça demande une précision, c'est millimétré. Mais la comédie, de toute façon, la comédie c'est que de la musicalité. C'est vraiment une partition où chacun doit intervenir au bon moment, laisser le temps en l'air pour que le public ait le temps de réagir et se remettre pour comprendre la phrase suivante. Donc c'est vraiment finalement, il y a vraiment toute la partie de travail en répétition qu'on fait en amont, les 6 à 8 semaines qu'on a de répétition sur un spectacle comme ça, de préparation. Et puis à partir du moment où le public arrive, finalement, il refaut un temps d'adaptation pour justement intégrer le public qui fait partie prenante finalement de la pièce, parce que justement, si on continue sur le rythme que nous on a en répétition, sur les rires, évidemment, c'est dommage parce qu'on rate des bouts de phrases, on rate des répliques, on rate des choses comme ça. Donc c'est vraiment à nous de
trouver... voilà, alors ça paraît logique quand on se l'explique, on dit bah oui, mais c'est vrai que chaque public étant aussi différent chaque soir, il faut trouver et être à l'écoute à chaque fois de ce que le public nous apporte dans l'interaction. Ouais. Oui, les rires ne sont pas les mêmes tous les soirs. Et Non. moi, je me souviens de Robert Derry, qui avait monté les Branquignoles, qui était une mécanique de précision incroyable, dont Benny Hill s'est inspiré. Un jour, un comédien a ajouté un mot, mais il s'est mis dans une colère noire parce qu'il ne supportait pas ce genre de choses. Et c'est vrai que pour vous, c'est un exercice nouveau aussi, Laurent Ronac. C'est un exercice nouveau parce que j'ai une spécialité dans le métier, c'est de faire de la paraphrase en permanence. Donc du coup, ça m'a obligé à vraiment travailler le texte, avec rigueur. En plus, c'est vrai que j'ai quelques années maintenant de télévision derrière moi où j'ai eu la chance d'avoir une bonne mémoire, donc j'apprends très vite mes textes sur les tournages. Mais c'est vrai que le personnage de Tom, je le connais tellement que c'est pareil. Je mets mes mots pour justement le faire vivre et les auteurs le savent. Donc il y a un travail comme ça. Là, c'est vrai que je peux pas arriver avec mes mots. Donc j'ai essayé un peu au début, un peu mauvais élève que je suis. J'ai été très vite repris par Arthur. Du coup, ça m'a mis. Mais du coup, voilà. Et effectivement, c'est. Après, Arthur, il est du genre à dire voilà, tu peux changer un mot par un autre. Si il est plus brillant, mais c'est déjà très brillant, donc t'as intérêt à être bon pour trouver mieux encore. Alors, il se trouve que la pièce a été donc montée voici 30 ans avec Gérard Jugnot et Martin Lamotte. Quand on la revoit, on se dit que le rythme a changé aussi. C'est plus le même qu'il y a 30 ans, même dans un vaudeville, Laurent Ronac. C'est... déjà, à l'époque, la pièce était quand même... Très rapide, oui. La pièce était bien survitaminée aussi. Ouais, après, effectivement, il faut garder un rythme. Après, faut pas aller. Moi, j'aurais tendance des fois à aller trop vite, justement. Voilà. Il faut pas confondre vitesse et précipitation. C'est un peu facile comme raccourci, mais en même temps, voilà. Ce rythme de vaudeville, effectivement, à trouver il faut trouver, parce qu'en plus, là, la situation d'Yvon fait qu'on est dans une urgence. Le temps de cette soirée, est-ce qu'il part, est-ce qu'il part pas? L'avion va décoller à 22h15 pour Buenos Aires. Est-ce qu'il y va, est-ce qu'il y va pas? Est-ce qu'il va réussir à convaincre sa femme? Est-ce que les gens qui interviennent autour de lui il va réussir à s'en débarrasser avant? Donc du coup, c'est vrai qu'il y a une situation d'urgence, mais effectivement, il faut pas non plus aller trop vite en besogne et prendre le temps justement de mettre une certaine rondeur et un certain plaisir à ça, et par moment de réattaquer et d'être un peu plus mitraillette sur les échanges. Mais ouais, je trouve qu'il y a après, l'adaptation est tellement bien faite qu'il y a des phrases, j'entends, même sans l'avoir vu, forcément, j'entends Gérard Jugnot ou j'entends Martin Lamotte parler, c'est assez terrible. Et le but, évidemment, n'est pas d'en faire une copie, le but n'est pas de jouer comme eux. Évidemment, les années ont passé, et puis on n'a pas les mêmes caractères, les mêmes physiques, les mêmes codes de jeu, mais en même temps, c'est là où on se dit c'est redoutablement efficace, c'est qu'effectivement, à la lecture, déjà, on imagine des acteurs comme ça prendre vie dans ces personnages-là. Voilà. En plus, déclencher des rires comme ça en rafale tous les soirs, c'est nouveau pour vous, Laurent Ronac? Ça faisait longtemps en tout cas. Je l'avais déjà vécu évidemment avec l'impro. J'ai eu la chance de faire quelques tournées, mais je vous avoue que j'avais joué le Gai Mariage en 2016 avec Olivier Citruc au Casino de Paris, mais sur 7 représentations avec une captation pour la télévision. Mais c'est la première fois à 41 ans que je tiens vraiment une affiche parisienne pendant 3 mois dans un théâtre prestigieux comme la Renaissance. Donc c'est aussi le rêve d'un petit garçon qui se réalise. Voilà, quand on parlait de Coluche, quand on parlait de ces 33 tours qui tournaient avec une phrase, un rire, le vaudeville m'y amène. Et en plus, je le vis pas seul, je le vis en équipe. Et moi, j'aime travailler en équipe. Donc c'est vrai que du coup, c'est un peu voilà, le rêve d'un petit garçon de 8 ans qui se réalise à 41 ans. Une équipe où il y a d'ailleurs l'un de vos complices de Camping Paradis. Oui, il y a Thierry Eckendorn qui joue le rôle d'André dans Camping Paradis, qui joue un des policiers, l'inspecteur Renard. Et Thierry avait joué le spectacle d'ailleurs à l'époque avec Gérard Jugnot et Martin Lamotte. Et du coup, il le remonte avec nous. Du coup, lui, il a vécu il vit les deux versions de la pièce. Non, mais après, je suis entouré en plus d'une équipe formidable. Il y a Arnaud Gidouin qui joue mon meilleur ami, Gaël Gauthier qui joue mon épouse, Yannick Mazzilli, Zoé Bruno, Sébastien Pierre, Serge Da Silva, et je crois que j'oublie personne. On a parlé de Thierry, non, je crois que j'oublie personne. Voilà, on est 8, et c'était aussi l'envie. C'est la Renaissance est une des premières grosses salles qui réouvre aussi dans cette période de réouverture des théâtres, et il y avait l'envie d'arriver avec une grande pièce, une
pièce avec beaucoup de personnages, une vraie comédie. Et voilà, c'était l'ambition d'Arthur. Et j'espère qu'on sera tout l'été à la hauteur de ce challenge. Je ne doute pas un seul instant, et puis ça vous ouvrira peut-être d'autres voies pour l'avenir. Bah, je l'espère. Et puis, j'ai un planning de tournage qui s'est un petit peu allégé par rapport à d'autres années. Donc, effectivement, ça me laisse un peu plus de visibilité pour être sur scène. Et puis, c'est vrai que c'est la scène qui m'a donné envie de faire ce métier. Je vis une très grande parenthèse télévisuelle qui prend pas mal de place. Mais c'est vrai que voilà, la scène reste quand même mon terrain de jeu favori, même si j'aime l'ambiance des tournages, j'aime la caméra. Aujourd'hui, je réalise aussi des épisodes de Camping Paradis. C'est vrai que je suis passé derrière la caméra, donc j'aime le tournage. Mais c'est vrai qu'en tant qu'acteur, aujourd'hui, j'ai quand même une vraie préférence ou une vraie envie, en tout cas, de retourner sur scène un peu plus souvent. Et le public, je suis sûr, aura envie de vous applaudir dans Espèces menacées, donc tous les soirs au Théâtre de la Renaissance. Et puis, continuez comme ça et ne changez surtout rien. C'est très gentil, Jacques. Merci Laurent Ournac. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.